Oh! Bonjour à tous! Bienvenue dans Transition Urbaine, l'émission qui parle de notre projet, qui parle des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc on est très heureux de vous accueillir et d'être avec vous ce mercredi. Et donc on va continuer comme la semaine dernière avec Mine in situ. Donc Mine in situ, en fait, c'est on parle un peu de notre projet La Mine, on rentre dans le détail de notre organisation. La semaine dernière, en fait, on avait parlé un peu du fonctionnement des flux financiers avec Hervé. Aujourd'hui, on accueille Assa Koulibaly, qui est à côté de moi et qui va parler un peu de tout ce qui est l'insertion sociale et professionnelle. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans notre atelier chantier d'insertion, on a donc une partie sociale et professionnelle où on accueille, on fait un travail de redirection vers l'emploi de nos collègues. Donc bonjour Assa. Bonjour, Comment tu vas? je vais bien et toi-même? Bah ça va, ouais. Ok, très bien alors. Super. Donc du coup, je vais te poser deux trois questions, ça va être assez simple. Donc est-ce que tu peux déjà nous présenter ce qu'est le poste d'un chargé d'accompagnement social et professionnel? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, en qualité de chargé d'accompagnement social et professionnel, je travaille sur différents volets, entre autres le volet social, je dois repérer les freins périphériques des salariés que j'accompagne. Ouais. Ensuite, je dois créer du lien avec les acteurs sociaux. Donc quand on dit acteurs sociaux, ça peut être les CCAS, donc Centre d'action communale d'action sociale. Voilà, c'est ça. On, Non on mais peut refaire, t'inquiète. on peut refaire, on Mais peut non, refaire. mais on est en direct, Ok. ça, t'inquiète, ça va Ok, bien se passer. CCAS ou Ouais. les EDS ou Ouais. les assistantes sociales au sein des CHRS. Oui. Ensuite, mise en relation également avec enfin, en fait, je remets du lien en fonction des situations des personnes. Ensuite, au niveau le volet administratif, je fais les saisies au niveau d'un logiciel qui s'appelle Silesa. D'accord. Donc des nouveaux salariés, je fais le diagnostic de leur situation. Ensuite, au niveau de la santé, lorsqu'on détecte qu'un salarié a une situation de santé assez difficile, on les remet en lien avec les professionnels de santé. Ensuite, il y a le volet professionnel, donc tout ce qui Bah après, concerne... après là tu nous as parlé du volet social, donc ce qu'il faut qu'on comprenne, je résume un peu la situation parce que tu as été beaucoup dans le détail, Oui, c'est vrai, c'est que effectivement. il y a deux volets. Il y a un volet social où en fait des personnes qui ont un contrat en insertion viennent avec des fragilités. Alors c'est Exactement. c'est à plusieurs niveaux, ça soit au niveau santé, ça soit au Mm, niveau logement, au niveau financier et autres. Donc il y a un exactement. premier travail d'identification, si je comprends bien, de tout ce qu'il y a. Exactement. Et après, tu rediriges vers des partenaires. Est-ce que Voilà. tu peux nous parler un peu de tes partenaires? C'est qui comme Mes partenaire? partenaires, pour commencer, il y a le Pôle emploi, Voilà. il y a également la mission locale, également le Cap emploi. Mhm. Ça, c'est les partenaires au niveau de l'emploi. Ensuite, les partenaires sociaux, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, c'est les CCAS ou les EDS des différentes villes en Donc les fonction du EDS, c'est les département espaces départementaux Val-de-Marne. de solidarité au niveau Voilà, du Val-de-Marne et les CCAS, c'est les centres sociaux d'action communaux. Voilà. c'est ça. Donc bon bah c'est bien. Donc là ça c'est la partie sociale et donc la partie professionnelle en fait clairement c'est de remettre les gens dans En l'emploi. fait, Donc voilà, comment tu fais? c'est d'accompagner les personnes dans le processus de leur retour à l'emploi. C'est vraiment, voilà, travailler avec eux sur la clarification de l'emploi qu'ils ont choisi. C'est de voir avec eux l'emploi qui les intéresse réellement et de les outiller en fonction de leur projet. Donc, admettons une personne qui a comme projet de devenir caissière, et Ouais. ben, ça va être que la personne prenne conscience de ce que c'est que le métier de caissière. Mhm. Si elle n'a jamais exercé ce métier, ça va être de la mettre en stage, donc faire en sorte qu'elle fasse une PSMMP. PSMP, donc c'est un stage au sein d'une entreprise, ou bien ici nous on forme les salariés sur des fonctions de caisse, donc c'est une ressourcerie. Ouais. Les personnes sont également à la caisse, Mhm. donc ça peut être très Ok, très intéressant. bien. Et donc là, tu nous as parlé un petit peu de ça, mais je veux dire, en attendant que les salariés en insertion aillent directement sur le travail, Mm. est-ce que il y a des étapes intermédiaires comme des stages? Est-ce que tu peux nous expliquer
Il y a aussi des formations, comment ça se passe? Les étapes intermédiaires, ça peut être, mis à part les stages, ça peut être bah, des mini-formations D'accord, qui peuvent faire au sein du chantier d'insertion. Mais quand je dis mini-formation, c'est des formations d'une journée, de 2 jours, voire de 3 jours. d'accord. Ensuite, ça peut être quoi encore? Bah, je sais pas, il y a la PMSMP, la Bah, mise c'est en le stage, situation de travail, c'est ouais, ce que voilà. j'expliquais tout à l'heure, c'est un Ouais, stage. oui. C'est un stage. Il Ensuite, y a aussi des formations qualifiantes et non qualifiantes. Aussi. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, euh, tu vois, sans citer des exemples de formations que tu as mis en place des salariés d'ici? des exemples de formations que j'ai mis en place. Oui, tu as accompagné, que tu as cherché. Bah, formation aide ambulancier, par exemple. Mais par D'accord. contre, c'est une formation longue, celle-ci. Oui, C'est une formation longue, donc c'est un projet qui est en cours. Il faut juste attendre que le salarié que j'accompagne justement sur ce projet puisse régler ses problèmes au niveau administratif. mhm, Mais sinon, au niveau des dates de formation, commencer par rapport à la situation actuelle, mhm. situation du coronavirus, ce qui fait que beaucoup de centres de formation ont fermé. Donc, ou bien les formations se font à distance, ou bien elles se font à partir du mois de septembre. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du plan de formation, je dois patienter, D'accord. comme tous Mais les t'as partenaires. aussi, enfin moi j'apporte quelques compléments parce que je suis aussi au fait des dossiers. Hmm. T'as quand même raccompagné des personnes vers des études, reprise de formation. T'as également aussi ramené des gens vers des formations liées à la sécurité. Il y a eu des formations linguistiques. Enfin, je veux Ah dire, oui, il c'est y a quand vrai. même plein de choses que t'as mis en place. C'est vrai, effectivement. Effectivement. Entre autres, la formation avec Orange Solidaire numérique, parce qu'on a détecté que certains Voilà. salariés ne maîtrisaient pas beaucoup les outils informatiques, enfin les outils comme les traitements de tests, que ce soit Word ou Excel. Donc on met en place des ateliers qui leur permettent voilà, d'avoir d'autres compétences, de développer leurs compétences au Ça taille niveau là derrière. outils informatiques. T'es pas bien, toi, c'est qui taille? Tu vois, il faut Donc, parler pareil, toi aussi. donc c'est très bien. De toute manière, on aura l'occasion de revenir sur la partie sociale et professionnelle de notre activité. C'est quelque chose de très important pour nous parce que c'est au cœur de notre projet. Le projet de la mine, c'est un projet aussi où on met les personnes éloignées de l'emploi à l'emploi, par bien évidemment solidarité, parce qu'encore une fois, et je l'explique pour tous les internautes, tout le monde peut se retrouver un jour dans sa vie dans une situation de fragilité, et qu'à un moment donné, on a besoin d'être tous ensemble pour pouvoir se donner de la force et de se stimuler. Donc encore une fois, loin de nous d'être dans une posture d'aidant aidé, on est tous ensemble, et c'est justement une de nos forces. Et Assa en est la cheville ouvrière. Encore une fois, Mm. elle a été peut-être un peu impressionnée Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié quelque chose. par cette émission. Vas-y, Non, si c'est t'as un vrai. truc à En dire, fait, par contre, vas-y, dis, je j'ai t'en prie. également oublié un volet qui Ouais, est également très important ouais. et primordial dans mon métier, ce qui est le volet RH, justement. Je recrute les salariés qui sont en insertion, donc ce qui veut Mm. dire que avant le recrutement, bien sûr, je poste l'offre sur le site du Pôle emploi et puis je l'envoie à tous nos partenaires. Et lorsque je reçois des personnes dans le cadre de l'entretien, pour moi, il est très important voilà, de faire connaissance parce que dans le métier de conseiller en insertion professionnelle, le premier entretien, c'est le plus important. Ça nous permet de voir la personne et puis de voir comment on peut l'accompagner. Donc c'est pour ça que c'est un métier également qui nous permet voilà, de mettre en place des outils d'accompagnement et d'ensuite faire en sorte que les personnes puissent être accompagnées dans les meilleures conditions possibles. Donc je tenais à Ok. dire que j'ai également un volet RH. Eh ben, écoute, c'est très bien. Merci beaucoup à ça. Hein. Franchement, de la bienveillance, un gros big up à ça parce que c'est pas forcément évident de d'être en live comme ça sur Internet. Elle a pris sur elle parce que Mm. ça lui tenait à cœur de partager un peu ce qu'elle fait. De toute manière, je pense qu'elle aura une session de rattrapage dans les prochaines semaines et elle sera plus Plus à l'aise. performante et plus à Donc, l'aise. bah, merci beaucoup à De ça, big rien. up, et on va Merci. commencer. On se rejoint dans 30 secondes avec l'instant réemploi. Pourquoi? Est-ce qu'il coupe? Mais Ah oui. non, franchement, il fallait refaire. Non, 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 moi je l'ai
Scipio. Yes. Donc, bienvenue à tous encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, à Transition urbaine, qui est l'émission qui parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, la deuxième partie avec l'instant réemploi. Donc, comme toutes les semaines, on essaye aussi de parler du cœur de notre activité, de la ressourcerie. Donc, ce qui est la collecte, le tri, la revalorisation, la revente et le recyclage d'objets de seconde main en vue de réemploi. Donc là, dédicace à l'homme que l'on appelle Ogier, qui est donc encadrant technique à la mine. Donc là, c'est encore un autre collègue et qui va nous parler en fait d'une fonction spécifique. C'est le lien qu'il y a avec les éco-organismes. Donc, salut Ogier. Bonjour à tous. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du travail que tu fais, enfin expliquer ce que c'est un éco-organisme et ouais. de nous parler de ton travail. Bien sûr. Alors comme vient de le dire Régis, on a beaucoup d'apports, on a des collectes à domicile, donc on récupère tous les jours beaucoup de matériel dans le 94, et en fait on a des éco-organismes qui nous permettent d'évacuer tous ces déchets, toutes ces choses qu'on nous offre, et parce que nous on peut pas tout ingurgiter, on peut pas tout vendre, donc on met en place en fait des partenariats avec des éco-organismes, donc qui sont soit des associations, soit des entreprises qui travaillent dans le milieu de l'écologie, du réemploi, du recyclage. Donc je vais vous donner un peu la liste des partenaires qui travaillent avec nous au quotidien. Donc le plus gros qu'on ait dans les apports, c'est le textile. Donc le textile, on a deux partenaires principaux, une association et une entreprise. L'association, c'est les Bifins. Et les Bifins, eux, ils récupèrent, pour vous donner quelques chiffres, ils récupèrent à peu près entre 1 tonne et 2 tonnes de textile par semaine. C'est une moyenne. Hein. Je me permets quand même une petite incise parce que l'association des Bifins, c'est l'association Améliore et ils viennent de gagner un appel à projet. Ok, super. Et ils ont maintenant en Seine-Saint-Denis une surface de 2500 mètres carrés pour pouvoir justement faire des marchés du réemploi et faire la promotion de ce qu'on fait en Seine-Saint-Denis vers Saint-Denis, je crois, ou Bobigny, je ne sais plus. Ok, super. En tout cas, les liens seront mis en description en bas. Voilà, il y aura les liens d'association. Et donc les Bifins, eux, ils ont des boutiques, ils font des marchés, des vide-greniers, ce genre de choses. Il y a l'entreprise Le Relais, donc qui récupère aussi nos rebuts de textiles. Donc eux, le Relais, la spécificité qu'ils ont par rapport aux Bifins, ils font aussi de la revente, mais aussi c'est qu'ils sont en rapport avec des usines. Ils peuvent déchiqueter le tissu pour ensuite faire tout ce qui est serpillière, tout ce qui est tissu d'entreprise. Donc eux, ils ont un vrai travail sur tout ce qui est tissu abîmé, qui ne sont pas forcément en état de vente. Donc heureusement qu'ils sont là. Ensuite, on a les bouquins, on reçoit beaucoup de livres au quotidien. Donc sur les livres, on a deux partenaires, on a Amariel et Recyclivre. Peut-être que Recyclivre, certains parmi vous connaissent parce que c'est quand même le numéro 1, plus ou moins, plateforme en ligne solidaire. En ligne, donc tous ceux qui achètent des bouquins en ligne, peut-être qu'ils connaissent Recyclivre. Et donc sur ces partenariats, il y a des partenariats qui nous rapportent de l'argent, et d'autres où en fait c'est juste donnant-donnant. Donc on évacue nos stocks et eux peuvent en profiter. Voilà. Donc voilà, par exemple Recyclivre nous paye chaque fin d'année une petite com sur leur vente. Mais les Bifins, par exemple, eux, ils nous prennent le rebut et après, c'est à eux, on n'a pas d'argent en retour, quoi. Après, encore une fois, moi, je précise qu'on fait aussi tout ça, c'est pour éviter de le jeter à la benne, soit qu'on le mette en enfouissement ou par l'incinération. C'est vraiment d'être dans une logique d'économie circulaire. Tout à fait, c'est ça. Voilà. On peut dire, je crois qu'en moyenne, c'est entre 5 et 8% des apports qui sont des déchets ultimes. Donc, qui sont pas forcément dans des éco-organismes. Voilà. C'est la déchetterie. Après, il y a un autre travail derrière. Mais là, ça nous concerne un peu plus loin, quoi. En tout cas, 8% pour donner un petit peu un point de vue, c'est 8% de environ 125 tonnes par an. Voilà. De ce qu'on a. Donc là, on n'a pas une calculette pour faire les calculs. Ça, mais c'est quand même pas beaucoup. Et tout le reste, il faut se dire que soit on fait du réemploi par la vente ou des dons aux associations, ou alors on travaille avec ces fameux éco-organismes qui sont, pour le rappeler, des associations ou des entreprises qui sont conventionnées par l'État, donc il y a quand même un cahier des charges assez important et qui nous garantissent que c'est recyclé ou retraité de manière écologique. Que nous, on a quand même une grosse démarche écologique au niveau de la mine et on y reviendra un peu toutes les semaines. Et comme ça, à la fin, vous saurez tout. Voilà. Donc, je sais pas si grave encore. Si, je voulais faire une petite liste. J'ai fait une petite liste de nos partenaires, hein, donc pour que vous sachiez, voilà, quand vous nous apportez des choses, s'ils sont pas en boutique, où est-ce qu'ils arrivent? On les met pas à la poubelle, ils sont tous recyclés, tous réutilisés, donc ça c'est important que vous le sachiez.
L'électronique, si vous nous offrez quelque chose d'électronique qui ne fonctionne pas, c'est Écologique qui le prend en charge. Et là, pareil, c'est une entreprise qui va broyer, récupérer les composants, les fils, etc. Tout ce qui est électronique dedans, pour créer des nouveaux appareils. Pour tout ce qui est en métal, on a un ferrailleur, donc ça c'est un partenariat aussi sur la gratuité, donc on offre tout ce qui est métallique. Tout ce qui est en bois, tout ce qui est mobilier, c'est Écomobilier qui le récupère. Là aussi c'est pareil, on a un financement à la fin de l'année. Et après, comme a dit Régis, pour limiter nos déchets et pour pour faire profiter toute la masse d'objets qu'on peut ingurgiter à la mine, on fait aussi parfois des appels à des associations, pardon, pour soit revendre, soit offrir du matériel. Donc on a eu par exemple lutte contre le cancer, on a eu secours populaire, on a eu des jeunes qui font le 4L Trophy. Et toutes ces personnes-là, on peut leur offrir des peluches pour faire des kermesses, on peut leur offrir de la vaisselle s'ils en ont pas, on peut offrir voilà des vêtements pour créer des animations autour de l'environnement et du recyclage, ce genre de choses-là, quoi. D'ailleurs, moi j'en profite aussi pour lancer un appel, hein. Si vous avez des projets associatifs et vous voulez des petits lots ou alors vous avez besoin de vaisselle pour pouvoir vous équiper, à partir du moment où vous avez un projet associatif et des statuts, n'hésitez pas à venir vers nous et puis nous on vous aidera dans le cadre d'un partenariat. Ça fait partie aussi du recyclage, on est là pour accompagner toutes les dynamiques. C'est ça. J'en profite quand même pour le dire. Bon, en tout cas, big up Oji, est-ce que t'as encore, je sais pas, un truc à dire ou... À dire, je voulais glisser ce petit mot-là, hein. Si vous êtes une association, si vous en connaissez, qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous, on peut partager tout ce qu'on a avec grand plaisir. Si jamais vous avez envie de venir nous aider à trier tout ce qui est apporté à la mine, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Avec le confinement, les gens ont eu le temps de trier chez eux, on a eu beaucoup d'affaires. On a entre 1 tonne 5 et 2 tonnes 3 par semaine. Là, on a eu plus de 3 tonnes le premier jour de l'ouverture, le mercredi 20, après le confinement. Donc là, on est rempli à fond. Donc s'il y en a parmi vous qui ont envie de venir nous donner un petit coup de main, c'est avec plaisir. Ça, l'appel à bénévoles, on allait le faire. D'ailleurs, même le bandeau, il y a un bandeau où on fait un appel à bénévoles. Et puis, donc, n'hésitez pas à venir, à cliquer sur le message de la Facebook et puis de postuler. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ogier. Merci à toi, merci à vous tous. Juste, en fait, on est dans l'attente de notre invité Antoine pour le grand angle, mais comme il est pas là tout de suite, on va peut-être switcher avec la rubrique carnet de voyage. Et on a une surprise, on va être en duplex depuis la Bretagne. Donc voilà, un instant. C'est bon. Super. Cool. Merci Ogier, franchement c'était cool. Cool. Ça va, Régis? Ouais, ça va et vous? D'accord? Ça va, Régis? Bah, Ok,
Donc, rebonjour. En fait, là, comme je vous l'avais dit, on a dans l'attente d'Antoine, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle Carnet de voyage. Rebonjour. En fait, là, comme et donc là aujourd'hui, nous allons accueillir Charlie Fortis, qui va nous parler du 44 tours. Donc, salut Charlie, t'es là? Salut tout le monde, ouais, je suis là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend parfaitement, c'est super. Donc, on est vraiment très content que tu viennes pour la deuxième de transition urbaine. Et en plus de ça, c'est quelque chose de totalement inédit pour nous, puisque c'est notre premier duplex. Parce que est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es? Alors, je suis présentement à Nantes, dans les bureaux de Loire-Atlantique Développement, au CAUE. Ok, génial. Donc en fait dans cette partie donc carnet de voyage où on est en duplex avec Nantes, on va te suivre et tu vas nous parler un petit peu de ton initiative portée par le CAUE 44 qui est le Tour 44. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, bah déjà, en fait, expliquer que moi, je suis architecte Oui. depuis 2 ans au CAUE. Ouais. Du coup, le CAUE, c'est une association d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes qui est à disposition de chaque département pour promouvoir la qualité architecturale et urbaine. Donc, on est là pour conseiller les élus et chacun. Et du Ok. coup, moi, je suis dans celui du 44 et c'est pour ça que je fais le projet Le 44 Tours. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est le projet 44 Tours? C'était ça ta question? Ouais, c'est ça, ouais. Et ben, le projet 44 Tours, c'est une démarche que j'ai portée, que j'ai proposée à la structure et c'est de faire 12 jours de vélo pour aller aux frontières du département, découvrir à quoi ressemble le cadre de vie des communes qui sont en limite de département, D'accord. puis discuter à chaque fois avec un élu et un acteur local pour discuter de qu'est-ce que c'est le cadre de vie, comment il a été un peu mis à l'épreuve, conforté ou discuté pendant cette période de Covid et comment chacun a un peu vécu ça. Donc Ok. ça, c'est ma démarche pendant 12 jours et donc ça représente 700 kilomètres à peu près. Super. Voilà. Et ouais, et donc il y a 12 étapes. Et 12 étapes exactement. Donc en Voilà. fait, c'est des étapes dans des villes qui varient de 800, 300 habitants, parfois 8000. Mais on est vraiment dans De direct. Est-ce que tu vas précisément parler de questions liées à l'environnement et au développement durable? Alors, on va pas l'attaquer de manière frontale comme ça, mais on va plutôt, je pense qu'en fait, en parlant de paysage, en parlant de la notion de qualité de cadre de vie, pourquoi on habite là et pas en ville, on va être obligé de parler d'environnement. Parce que l'environnement, parfois, il est subi, parce que forcément, il est différent de la métropole. Et du coup, ben, on va aborder cette question-là. Et puis après, forcément, on va aussi discuter avec des élus responsables des commissions d'environnement. Donc, on va aborder ces questions-là, ouais, effectivement. En tout cas, On va aussi- pour ouais. Donc non, moi je voulais un petit peu compléter ce que tu disais parce que après bon bah il y a rien de secret. Charlie et moi, on s'est rencontrés dans le cadre d'une formation qu'on mène actuellement ensemble, qui s'appelle le DU Espace Commun. Et donc, on est aussi dans le cadre de ces études pour un peu repenser la ville, comment faire plus commun, comment développer des lieux, des espaces de participation, comment favoriser voilà la participation en incluant un maximum de personnes. Est-ce que on va dire c'est ce type de démarche qui a un peu irrigué ton envie de faire le 44 tours? Bah, je pense que il doit y avoir un petit peu de ça parce que, et même beaucoup de ça, Mm. parce qu'en fait, effectivement, cette période de confinement, elle nous posait beaucoup la question du rapport au travail, du rapport au territoire aussi. Qu'est-ce que c'est d'être habité, travailler dans un même lieu? Qu'est-ce que Mm. c'est aussi pour beaucoup de gens hors du enfin hors de la métropole, de devoir se déplacer tous les jours pour aller à son travail? Et Mm. donc finalement, quand on a été forcé à ça, bah, quels sont finalement les espaces de commun? Et Oui. puis, ben, finalement, dans ces espaces où il n'y a pas tous les espaces du commun qui sont là, comment ça a peut-être soulevé des envies? Et puis finalement, comment nous, on va pouvoir les structurer? Et effectivement, dans ces cas-là, se poser la question de
se retrouver finalement confiné dans un territoire où on n'était pas là pour travailler et on va devoir travailler, bah, finalement, ça va peut-être amener des questions de faire commun autrement, même dans les petits villages. Bah, c'est génial. Et donc, alors, je vais passer un peu dans une question qui a un peu rien à voir. Mais est-ce que tu peux nous parler un Ah, peu de ta préparation? Parce que tu vas quand même partir à vélo 12 jours. Comment tu t'es préparé? Comment tu vas dormir? Comment ça va se passer? Est-ce que tu peux nous parler un peu du séjour de manière, voilà, on va dire pratique? pragmatique, et Oui. ben, du coup, malheureusement, Panzani ne m'a pas supporté ni soutenu, mais du coup, on va manger pas mal de pâtes. Donc là, on est dans manger des pâtes. Ah, la punchline, vas-y. Charlie. Vas-y. Mais non, du coup, donc en fait, pour maîtriser en fait mon matériel, enfin pour maîtriser le matériel et limiter les problèmes techniques, donc j'utilise mon matériel personnel. D'accord. Donc mon vélo, mes cyclistes, mes sacoches et ma petite remorque, ma tente. Et D'accord. puis du coup, là, on est en train de finaliser les courses. Ça, c'est la question pratique matérielle. Ouais. Après, la question des outils, donc ça va être tout un travail de collecte. Donc en fait, tous les jours, vous pourrez avoir un retour de mon expérience sur le site internet le 44 tours. Justement, Euh, j'allais te demander un peu comment on pouvait te suivre. et du coup, pour ça, en fait, je vais avoir mis à disposition par ma structure une tablette qui me permettra à la fois de mettre à jour le site internet, de dessiner en ligne. Donc là, j'apprends à dessiner en numérique, D'accord. et puis aussi de faire des photos. D'accord, Donc ça, c'est super. toute la question de matériel. Et puis après, bah, tout ce qui est logement, eh bien, c'est un travail grâce à mes collègues, grâce aussi à mon réseau personnel, puis un petit peu un mélange de genres comme ça. L'idée, c'est d'aller dormir un maximum dans des lieux atypiques, ou en tout cas chez des acteurs locaux Mhm. qui me permettront de parler de problématiques. Alors, par exemple, un paludier parce que chez nous, on récolte le sel, ou alors un vigneron, ou alors un D'accord. intermittent du spectacle. Donc ça va être, ou une retraitée parce que dans des endroits où ça vieillit. Et donc du coup, je choisis un petit peu d'aller contacter les gens qui acceptent que je mette ma tente, ou parfois acceptent aussi que je dorme dans une de leurs chambres. Euh, C'est un peu comme j'irai dormir chez vous, spécial 44. J'irai dormir chez vous dans le 44, et puis comme on peut pas faire le tour de France, on fait des départements. Bah c'est cool. En tout cas, nous franchement, on est très contents de t'avoir aujourd'hui dans notre émission. Merci aussi d'avoir accepté parce que encore une fois, c'est la deuxième de Transition urbaine et ça fait quand même plaisir bah, de voir des acteurs comme toi et aussi ta structure qui accepte de voilà qu'on soit un peu le relais de tout ça. Et nous, en tout cas, on souhaite suivre ton parcours. Donc dans la prochaine émission de Transition urbaine, on te rappellera pour savoir où est-ce que t'en es et on pourra parler aussi plus concrètement de des actions que tu mènes. Voilà. Donc c'est vraiment, Eh ben, on est vraiment très content. avec plaisir. Et puis vraiment, je vous invite à découvrir non pas la partie que touristique, mais aussi Mm. de l'île du 44, hein. On n'est pas si loin. Ouais. Bah oui, bah écoute, c'est un appel, hein, franchement. Le 44, Nantes et sa région, c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à y aller, même là pendant les vacances. On fait un petit peu en mode touriste, mais bon. Voilà, c'est chouette. Bon bah en tout cas, est-ce que t'aurais un dernier truc à dire avant, Charlie? Eh ben non, bah moi j'ai découvert grâce à vous aussi la chaîne Lamine, et Ok. ça m'a vraiment donné envie du coup d'animer, de continuer à participer à toutes ces discussions sur la transition. Je pense que là on a plus le choix, ça y est. Ouais, c'est ça. Tu Mm. sais quoi, Charlie, avant qu'on raccroche, j'avais quand même un petit truc à te dire. Tu sais, on va te Vas-y. suivre parce que j'invite vraiment tout le monde à aller sur le site 44tours.fr et comme ça, on va pouvoir savoir où est Charlie. Eh, C'était exactement. une petite blagounette. En tout cas, franchement, on te souhaite bon courage et puis on Merci. relaiera toujours ton action. Voilà, et puis bah suivez le CAE aussi, et puis bah à Voilà, bientôt. ouais, ça marche. Bon bah vas-y, bis Charlie, à plus. À plus. Allez, ciao. Ciao.
Nous sommes de retour dans Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, la deuxième, la chronique de Charlotte. incontournable, la chronique de Charlotte. Donc bienvenue Charlotte. Merci. Toujours content de te voir Merci. et de Content d'être t'écouter, là. c'est cool. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler cette semaine? Comment sont recyclés nos déchets? Ok, alright. Alors, déjà, on va commencer par comment recycler chez vous facilement. Yes. Donc déjà, tout simplement, éviter d'acheter les déchets, les pailles, la vaisselle jetable, les serviettes jetables, tout ça, tout ce qui peut être jetable et qui est utilisable une fois, éviter au maximum. Éviter, encore une fois, les bouteilles en plastique et favoriser les gourdes et les brocs d'eau. Jetables. Pour les poubelles, faire très attention avec les poubelles vertes pour les ordures ménagères, les produits d'hygiène, les restes alimentaires et les papiers en carton salis et un peu humides tout simplement. Pour les poubelles bleues, les plastiques légers, yaourts, bouteilles vides et déchets en aluminium. Et pour les poubelles jaunes, le verre tout simplement. Sinon, possibilité de se renseigner sur une application qui s'appelle Guide du déchet, Guide du tri, excusez-moi, qui est trouvable sur toutes les plateformes de téléphone et c'est renseigné par rapport à votre ville, par rapport à ce que vous voulez jeter. Vous avez juste à écrire le produit et il vous dit où le jeter. On le mettra en commentaire, hein. Ouais. Donc vous pourrez trouver le lien facilement. Et avec toutes les astuces zéro déchet, faire le fait maison, profiter d'avoir des trucs chez soi comme la mare de café pour faire des soins de beauté ou utiliser le savon de Marseille pour faire la lessive. Toutes les astuces qu'on pouvait faire anciennement à la mine et qui vont sûrement être prises en septembre. Voilà, plus octobre. Octobre. Ouais. Donc il y aura des ateliers zéro déchet, vous pourrez apprendre à faire ces objets du quotidien sans produire plus de déchets. Déodorant aussi. Yes. Il y avait tout plein de trucs, la lessive, la vaisselle, le savon, le shampoing, tout ce qui est couture, tout plein de trucs. Et puis voilà. Ensuite, pour le textile, il y a plein de points de collecte dans les villes. Il y a aussi des ressourceries, évidemment, les endroits qui prennent et qui insistent sur le fait qu'ils prennent tout le textile. Jeter quand même tout ce qui est sale et éviter de le donner quand c'est humide, quand ça peut tout simplement faire pourrir tout le reste des vêtements qui est déjà stocké, pour éviter de ressalir, pour éviter de réutiliser des objets sales. Et donc ensuite, tout ce qui est emmené au point de collecte est revalorisé de différentes façons. Donc ça commence par l'effilochage du fil, par tout détruire, tout broyer pour avoir ensuite une matière qui est ensuite produite pour faire soit des panneaux d'isolation, ça peut faire du chiffon, ça peut ensuite refaire du fil pour refaire des tissus, refaire des cotons, pour refaire tout ce qui est textile. Merci beaucoup d'avoir complété ce que OG disait tout à l'heure. Bah oui. Voilà, c'est ça, c'est cool, notamment avec le relais, notre partenaire, c'est clair. Et donc en profiter du coup pour aussi se renseigner s'ils peuvent directement le déposer en relais, sans forcément passer, si vous savez que c'est mort et qu'on peut pas le revendre, que ce soit directement recyclé tout simplement. C'est ça. Et pour simplifier les gens lors du recyclage, donc mettre ça dans des sacs pas trop gros parce que c'est lourd quand même le textile et que on garde tout ça dans le même sac. Donner donc les vêtements propres et secs, séparer le textile des chaussures et les chaussures qu'elles soient rassemblées et séparées avec la maroquinerie aussi. Et voilà, tout simplement. Ok, c'est cool et c'est simple. Et c'est la chronique de Charlotte. Partout. Exactement. Alors peut-être un petit complément en disant que un des sites de référence aussi c'est comme Zero Waste.
Voilà, n'hésitez pas. Il y a une maison du zéro déchet dans le 18e arrondissement de Paris. Il y a plein d'articles. Voilà, il y a plein d'articles. Il y a des groupes locaux aussi, indépendamment de où est-ce que vous êtes, qui peuvent vous aider. Et puis de toute manière, après, c'est une démarche. Il y a plein de, comme Charlotte le disait, il y a plein de ressources sur Internet. Et puis nous, au fur et à mesure de nos émissions, on continuera à vous donner des tips. Donc bon, bah voilà. Donc ensuite, on passe au plastique. Au plastique. Excuse-moi. Donc le plastique, on en a déjà parlé, ouais. hein, c'est comme pour la dernière fois. Ouais. Le plastique va au centre de tri. Exact. Est ensuite transformé et nettoyé pour revivre sa vie et pour ensuite se transformer en objet du quotidien, pour être réutilisé tout simplement. Ok. Donc on passe très rapidement aux produits alimentaires. Bien sûr. Donc le déchet alimentaire, c'est donc soit vous avez des sacs poubelles biodégradables, ce qui est favorisable, parce qu'on va pas mélanger le plastique et les déchets alimentaires aussi simplement. C'est ça. Et ou alors si vous avez la chance d'avoir votre propre compost, le mettre dans le compost. Ouais. Et avoir votre propre compost à la fin pour votre jardinage. Moi, ce que je veux rajouter par rapport au compost, c'est que dans certaines copropriétés, vous pouvez avoir aussi du compost collectif. Et il y a donc notamment dans le coin, il y a le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre qui propose des composts gratuitement. Donc ça veut dire que toutes les gens qui sont au niveau des copropriétés, n'hésitez pas à les appeler. Je pense que sur Internet, leur contact est assez facile au niveau du service déchets. Et vous pourrez avoir des composts collectifs ou en tout cas initier cette démarche. Voilà, je voulais juste compléter ton propos qui est parfait. Vas-y, continue, je t'en prie. Et donc voilà, donc les déchets alimentaires sont ensuite envoyés soit en centre de compostage, donc pour que ça se transforme tout simplement en compost, soit en usine de méthanisation, où les déchets sont ensuite décomposés et détruits pour être transformés soit en biogaz qui pourra être utilisé comme carburant, comme électricité ou comme pour le réseau du gaz, tout simplement, de chaque ville. Ouais. Il y a d'ailleurs un grand centre de méthanisation vers Étampes. Voilà, j'avais vu une expérience comme ça où il y avait un restaurateur dans le 2e arrondissement de Paris qui ramassait tous les déchets alimentaires des restaurants du coin et qui les amenait là-bas pour faire du biogaz. Voilà. Ok. Je fais un peu ton relais, tu vois. Je dis des fois bah vas-y, n'hésite pas. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et donc tout est réexploité dans la vie de tous les jours, encore une fois. Et ça peut être aussi transformé en engrais. Donc l'engrais et le compost réutilisé ensuite pour les terres agricoles, tout simplement, pour ensuite remanger, encore une fois. Ouais, big up pour parce que là je fais un petit parce qu'il y a Antoine, notre prochain invité, qui a dit big up pour nous parce que vous allez savoir un peu ce qu'il fait et pourquoi il dit ça. Et donc on va finir avec les meubles. Vas-y. Et donc les meubles, bon alors il y a les brocantes, les ressourceries évidemment, et il y a des points de collecte pour que ensuite, encore une fois, ce soit tout redétruit pour être reconstruit. En général, c'est trié donc par genre, par famille. Il y a les meubles de bois, logiquement, les meubles en plastique et les meubles de literie, tout simplement. Ouais. Donc c'est comme tout. Au final, le bois est réutilisé comme carburant aussi, et réutilisé ensuite aussi pour refaire des meubles. Le plastique, c'est toujours la même chose, billes de plastique pour être réutilisé, mais cette fois-ci, c'est pas le même plastique, donc c'est plus le plastique des meubles qui va être fait avec ça. Et la literie, c'est comme le textile, ça se termine broyé, réutilisé en literie ou en chiffon ou en isolant. En isolant aussi. Ok, tout ce qui est pour le bâtiment. Bon, moi, je vous le dis comme ça en direct, je prends toujours plaisir à écouter les chroniques de Charlotte qui sont vraiment bien et donc. Et n'hésitez pas à faire des propositions si vous voulez entendre quelque chose là-dessus. Très content d'être là avec toi et t'écouter. Et donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. Salut Charlotte. Bonne semaine. Yes.
Salut à tous pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est toujours Transition Urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, c'est la avant-dernière partie, c'est le grand angle. Donc là, aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège d'accueillir monsieur Antoine Juvin, directeur de Culture en Ville. Donc le logo est ici, là-haut, là. Est-ce que c'est bon, Edgar? Je le montre bien, cool, big up. Il faut aller voir notre... D'accord. Donc on reprend, on a eu un petit problème technique, c'est les aléas du direct, c'est pas grave. Donc là, Antoine qui est là, le logo qui est là, Transition Urbaine est toujours là, donc c'est cool. Donc on va directement rentrer dans les questions du grand angle. Donc Antoine, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, Antoine Juvin, directeur général de Culture en Ville. Moi, je viens du monde agricole, même si j'ai toujours grandi en ville. Après, j'ai fait des études d'ingénieur agronome. Voilà. D'agriculture de Lille, AgroParisTech. J'ai travaillé dans la recherche, donc un institut de recherche public, donc un laboratoire en fait mixte, Ouais. AgroParisTech et INRA. Ok. Et j'ai travaillé spécifiquement sur ces questions de recherche autour de l'agriculture urbaine, le fait de produire sur des toits en ville à partir de déchets. Ok. Économie circulaire, compost, là on peut aller regarder juste Ouais, avant. ouais. Et puis toutes les problématiques qui tournent autour, sociales, environnementales et autres. Et puis on avait des résultats de recherche qui étaient super intéressants et qui étaient pas exploités sur le terrain. Du coup, il y a 5 ans, avec 2 amis d'enfance, on a monté Culture en Ville. Et donc, la question, peux-tu nous en parler? Et donc, Culture en Ville, on l'a monté il y a 5 ans maintenant. On était 3, maintenant on est 15, donc ça grandit. Ouais. Culture en Ville, nous, notre cœur de métier, c'est de mettre à disposition des citadins, en fait, tous les bienfaits. Alors là, c'est un peu technique, les services écosystémiques. D'accord. Au profit des utilisateurs de la ville. En fait, c'est toutes les externalités que l'installation de fermes urbaines ou de potagers en ville vont apporter aux citadins. Donc on pense tout de suite à la biodiversité, au fait de produire de l'alimentation, mais il y a aussi le côté gestion des déchets, un gros côté gestion de l'eau, absorption de l'eau, il y a le côté îlot de fraîcheur, il y a énormément de tout le côté social et aussi le côté éducatif qui est pas du tout négligeable. Ah ouais, bien sûr. Bah, de toute manière, avec tous ces détails techniques, on sent que tu viens de AgroParisTech. Ouais, j'espère que je vais pas vous noyer. Non, il y a pas de problème. Non, mais c'est du coup, juste super intéressant. Nous, quand on s'est créé, la filière, elle n'existait pas du tout. Il y a plein de notions techniques à avoir. Il y a aussi toute une filière, il y avait une filière à mettre en place pour l'aménagement, parce qu'on a des aménagements un peu particuliers, un peu techniques, mais aussi avec une notion 100% économie circulaire et biosourcée ou biosourcée. Et du coup, et puis après, il y a tout le suivi, l'accompagnement et le côté pédagogie dont je parlais tout à l'heure. Ok. Ce qui fait que chez Culture en Ville, on a la partie bureau d'études, la partie fabrication, parce qu'on a notre propre menuiserie, c'est cool, ça. La partie chantier, où on installe nous-mêmes les chantiers, les jardins, les potagers, les fermes, et on a tout le côté formation, animation en interne. Et puis une petite nouveauté, c'est que maintenant on fait avant on installait pour le compte de tiers, donc on installait pour la RATP, pour la SNCF, pour la Poste, pour BNP, pour Bouygues, pour plein de clients différents. On fait toujours ça, mais en plus aujourd'hui on installe des sites qu'on exploite nous-mêmes. Donc on est devenu un peu des vrais agriculteurs en ville. On a nos fermes qu'on installe puis qu'on exploite. Et donc là, la petite dernière, c'est Suzanne. Bah, avant de parler de Suzanne, je voulais quand même dire modestement, vous avez aussi installé ici. Là, t'as sorti des groupes et tout, t'es parti autour de la terre et tout, machin, les restos locaux. On a aussi fait en chantier participatif, la cour de la mine. Et c'était une belle expérience. Je sais pas si on mettra des photos de ça, mais c'était. J'en ai. Je me souviens, j'étais là, c'était vraiment chouette. Donc, du coup, moi, je voudrais revenir sur un peu l'histoire de l'amitié. Avec donc tes 2 potes avec qui vous avez monté ça. D'ailleurs, j'avais vu un bel article sur internet qui parlait de cette amitié du début. Je veux dire, qu'est-ce qui a motivé tes potes à te rejoindre dans cette aventure? J'ai toujours su convaincre mes potes pour les emmener dans des trucs farfelus en général. Mais non, là en fait on s'est rejoint autour d'une problématique commune qu'on savait tous pas forcément sous quel angle prendre, mais on
on voulait être acteur de la ville de demain, sans non plus attendre que tout tombe d'en haut. Bien sûr. On avait, il y avait ces résultats de recherche qu'elle travaillait qui étaient hyper intéressants. Clément, donc un de mes 2 associés, qui lui sortait d'école de commerce, donc avait tout un bagage commercial, financier que j'avais pas forcément. Et Julien, qui lui à l'époque cherchait à se reconvertir, qui travaillait dans le BTP, il était chef d'équipe dans l'électricité depuis un certain temps, qui cherchait à se reconvertir. Et à force de discuter, de faire aussi des fois des plans sur la comète ou autre, on a fini par aboutir. Ouais, de boire des coups. On a fini par aboutir à Culture en Ville. On a monté la boîte du coup été 2015. Et on a tout de suite eu un beau contrat avec la RATP pour créer leur démonstrateur d'agriculture urbaine sur leur siège social. C'était pour la COP 21 à l'époque. Ah ouais. Et puis du coup ça nous a tout de suite mis le pied à l'engrenage et on est parti comme ça. Donc de 3, on est aujourd'hui 15 et puis on sait pas la suite. Normalement ça devrait être plus, mais on va en parler. Parce qu'on a des belles perspectives. On a des belles perspectives, c'est ça. Donc est-ce que tu peux nous parler par exemple d'un des projets que vous exploitez en propre, le site de Suzanne? Alors Suzanne justement c'est notre petite dernière la ferme qu'on vient d'installer là. Le chantier a commencé en décembre. C'est un projet qu'on a gagné dans le cadre des concours pariculteurs, organisé par la mairie de Paris. C'est un site qui est assez sympa, qui est constitué de 2 toitures, 1500 m² dans le parc Suzanne-Lenglen, dans le 15e arrondissement de Paris. Limite ici les Moulineaux. C'est un site qui a été entièrement conçu économie circulaire ou biosourcé. C'est-à-dire que on est franchement, je pense qu'il n'y a aucun projet qui peut se vanter d'être aussi vertueux. La particularité, c'est que du coup, on est en low-tech, c'est-à-dire qu'on vient faire du biomimétisme, on vient copier ce qui se passe naturellement dans la nature, on l'a caractérisé, enfin, c'est des travaux de recherche que j'ai travaillé, et on est venu recréer un sol à partir de déchets de la ville, donc économie circulaire, pour produire. Donc on produit des paniers qu'on vend toutes les semaines. Donc à la fois ici à la mine où on a un point relais et directement sur le site à côté, donc sur Suzanne qui est à côté d'Aqua Boulevard. Donc on a toute une partie agricole où on produit et on revend la production et appuyé sur cette offre alimentaire finalement, on vient aussi proposer tous les services qui peuvent tourner autour de l'agriculture urbaine. Que ce soit de l'animation, de la formation, des team building, des workshops, de la privatisation de lieux, parce qu'on a quand même un lieu qui est particulièrement sympa. Et que, bien évidemment, on mettra les liens en description et qu'on vous invite à aller voir. Ouais, cool. Ouais, bah oui. Tant qu'à faire. Et voilà, et donc là, cette année, c'est la première année, c'est un peu particulier, il faut le temps que la vie du sol, elle se mette en place, parce que je vais pas rentrer dans la technique trop parce que je vais perdre tout le monde, mais grosso modo, 2-3 éléments, voilà. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est reproduire la façon dont on va se créer un sol, et particulièrement, par exemple, un sol très vivant comme les sols de forêt. Donc on vient réutiliser différents déchets, donc on a des déchets plus minéraux, de la coquille de moule, de l'abricot cassé, qui viennent des déchets de l'industrie, pour créer un peu les couches profondes de la structure. Ensuite, on va avoir des couches plus organiques comme du déchet de bois broyé, donc de l'élagage, du déchet de champignonnière urbaine, du compost de déchets verts dont on parlait tout à l'heure, entre autres. Et puis ensuite, on a besoin que la vie du sol elle se mette en place et donc elle se crée. Donc ça prend un peu de temps. Donc cette année, on est sur toute cette mise en place de la vie du sol, ce qui fait qu'on a une production qui est un petit peu moins importante. Mais on a quand même, on vous mettra, je sais pas si tu mettras des photos en commentaire ou sur le site internet de toute façon. On va renvoyer vers ton site et puis on mettra des photos, et comme en plus cette année il y a eu le Covid, on a commencé un peu en retard, mais malgré ça on a une super production. Et là on n'est pas encore en phase de croisière parce qu'on va attendre on va attendre 70 paniers par semaine prochainement. Là on est déjà à plus de 20 paniers par semaine ce qui est bien, de produits. Les concombres sont d'ailleurs excellentes. Les égoutter. Super. Ça va, c'est bon, tu sais de quoi tu parles. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Et voilà, grosso modo. Écoute, non mais c'est très bien. Donc du coup, t'as un peu embrayé sur la question que je voulais te poser, c'était bien évidemment les paniers. Je refais quand même un point pour dire que vous pouvez là sur internet, sur la page Facebook de la mine, à réserver des paniers.
qui sont à récupérer tous les jeudis. Donc les paniers, ils sont à 16 €. Voilà, donc c'est vraiment de l'ultra local, fait par Culture en Ville, et Antoine qui vous a expliqué un petit peu toute la démarche. Donc c'est vraiment la réappropriation un peu des légumes, c'est aussi tout ce travail de la ville de demain qui soit plus vertueuse, plus en lien avec l'environnement, plus respectueuse d'une manière de la prédation de tout ce qu'on est en train de vivre. Enfin là, tu vois, je lance des anathèmes de changement parce que on veut que ça change. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Et donc voilà, donc c'est cool. Et puis n'hésitez pas à venir. Moi, j'aimerais bien aussi que tu nous parles de l'avenir, justement. De l'avenir. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du développement de Culture en Ville? Vers quoi vous... Eh ben, Culture en Ville, on va se développer là, parce on embauche régulièrement quand même, parce que là on a du mal à fournir, on a trop de travail quoi. Donc on est en train de grossir, l'équipe est grossie. On a des projets qui s'étendent un peu partout là, à Lille, à Lyon, où on va avoir agrandi quoi. On a des nouvelles fermes qui vont arriver, parce qu'on a gagné pas mal de projets, et notamment un qui est quand même assez sympa, où on se retrouve donc avec la mine et avec près d'ici donc un restaurant à Beauvais qui est ma cantine de saison. Donc si vous êtes vers Beauvais, je fais quand même de la pub. Si vous êtes vers Beauvais, avant de prendre évitons de prendre l'avion quand même ultra souvent, mais si vous êtes vers Beauvais pour visiter ou pour aller prendre l'avion, n'hésitez pas à passer après d'ici, c'est vraiment super bon. Et du coup, on s'est retrouvés tous les trois, on a gagné un projet aussi par agriculteur sur un site où c'est Sogaris, à Vitry. Sur Seine. Il y a 12 000 m² de toiture. L'agence d'architecture est vachement cool, puisque c'est Chartier d'Alix qui eux aussi travaillent vachement sur la ville de demain, la ville verte, tout ça. Donc on a une super équipe autour de ce projet-là. Et donc on va produire sur 12 000 m². On va avoir une partie chantier d'insertion avec la mine, mais qui est aussi liée à une programmation culturelle. Et les légumes, ils seront directement soit vendus en frais dans l'épicerie qui sera au rez-de-chaussée. Mais cette épicerie, elle aura aussi une partie restauration, donc il sera aussi transformé sur place et vendu sous forme de petits plats que nous concoctera Margot. Voilà, et puis il y aura une grosse partie aussi sensibilisation des publics justement à la ville de demain, montrer des exemples de permaculture notamment, et de voir comment la production se met en place. C'est ça. Après, il y a toujours un côté un peu recherche et tout dans nos projets où on vient tout quantifier et pour mesurer justement les impacts. Donc là, typiquement, un projet comme ça, sur 12 000 m², on va avoir... Non, mais de toute manière, c'est un bel exemple qui va donner à voir et qui va permettre aussi aux gens de se projeter et de dire que de produire local en ville, c'est possible. Ouais, c'est possible, et au-delà de, même au-delà de ça, ce qui est surtout super intéressant, c'est que les gens, ils commencent à se poser des questions, les enfants, ils disent, ah ouais, les carottes, ça pousse dans la terre, et c'est comme ça. Enfin, des trucs qui nous paraissent parfois hyper bateaux, mais qui sont la base, quoi, parce que l'alimentation, c'est, bien sûr. La vie, c'est l'alimentation, quand même. Et et puis après, ça peut rentrer dans des thématiques vachement transverses, et on peut aller beaucoup plus en profondeur aussi, en fonction du public qu'on a en face. Mais soit la biodiversité, la gestion des déchets, l'alimentation, les saisons. Et là, j'ai fait qu'un tout petit, avec un tout petit spectre. Donc, c'est au-delà de se dire qu'on produit en ville, parce que bon, faut pas être naïf, on n'ouvrira pas la ville avec nos toits. Mais par contre, ça permet, il y a une influence sur énormément d'autres facteurs qui sont super intéressants. Donc, toute la pédagogie, l'éducation, et du coup le changement des mentalités, la reconnexion entre le citadin et le producteur, l'agriculteur. Moi, je viens d'une famille agricole quand même à la base, c'est important. Et mais aussi après tout ce qui est les services écosystémiques, l'îlot de fraîcheur, bien sûr, support de biodiversité et tout ça. En tout cas, c'est vraiment super passionnant. Nous, on a hâte que ça se mette en place. De toute manière, on vous tiendra au courant du suivi des travaux, des chantiers tout au long de ces prochaines années dans Transition Urbaine. Donc voilà, merci beaucoup Antoine. Juste avant de te quitter, peut-être question pas piège. Mais c'est juste ton ressenti pour toi, ce serait quoi rapidement ton monde de demain souhaitable?
une composante, parce que ça peut faire une dissertation, mais un petit truc. Ouais, parce que là, on peut. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. En même temps, on a le temps, mais. non. Vas-y. Non, mais enfin, la ville de demain, bah, pour qu'elle soit viable, je pense qu'on peut pas, enfin, ouais, on revient complètement sur le côté minéral et on a besoin d'une ville verte. Voilà. Mais pas juste une ville verte pour dire qu'elle est verte, c'est aussi parce que du coup, ça va, les services écosystémiques, là, que j'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure, ils ont un vrai rôle, un vrai impact. Et derrière, c'est des économies d'énergie, c'est des impacts réels sur l'environnement et sur notre environnement propre, pour la santé. Donc voilà, demain forcément je vois la ville verte, sinon je ferais pas le métier que je fais. Non, mais c'est clair. Après j'espère qu'il va y avoir surtout que la ville va changer, mais aussi on va dire que les citadins aient une meilleure connaissance, ou en tout cas une meilleure pas une meilleure information, parce que si on veut la chercher on la trouve l'information, mais qu'ils aient plus en tête les problématiques environnementales et liées à l'alimentation au sein régional mais aussi mondial, et que du coup les comportements ils changent et forcément la ville change. Moi de toute manière, après moi je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui dans ce grand angle, parce que culture en ville c'est quand même la démonstration que les choses bougent. Parce que quand même, d'une manière générale, il y a les médias et tout qui font un peu du catastrophisme. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont bad, mais en même temps, il y a aussi plein de choses qui sont bien, et au niveau local, voilà, il y a des forces vives, non mais c'est vrai, qui font des trucs, donc il faut les mettre en avant et les saluer. Donc big up à toi Antoine et à Culture en Ville. Merci. Et puis, voilà, à très bientôt. De toute manière, tu viendras régulièrement, tu seras un invité régulier. Avec plaisir, content d'avoir participé à cette initiative de la mine. Big up. Toujours plein d'idées. Voilà. Merci. Cool. Ok, donc nous revoilà pour la dernière partie de Transition urbaine. Je le répète encore parce que j'aime bien le slogan, l'émission qui parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là, c'est une nouvelle rubrique qui sera toujours là en fin d'émission. Juste un instant, même si on est en direct. Vous pouvez vous taire s'il vous plaît? En fait là je suis... parce qu'on vous entend, merci. C'est pas grave. Donc là c'est les pépites de la mine. Donc c'est la dernière. Voilà, donc c'est une rubrique en fait où on va vous dire un peu nos bons plans pour les porteurs de projets ou pour tout le monde d'une manière générale. Donc on va commencer avec des appels à projets. Vous avez jusqu'au 15 juillet pour, si vous avez des tiers-lieux, répondre à l'appel à projet de la région, du Conseil régional d'Île-de-France sur les tiers-lieux. Donc il y a quand même un beau soutien financier pour l'aide au démarrage, à l'installation, à l'aménagement de vos lieux. Donc n'hésitez pas. Nous mettrons les liens en description. En tout cas, ils doivent aussi... vous avez un peu un visuel. Il y a également aussi le budget participatif, toujours du Conseil régional d'Île-de-France, où il y a tout type de projets qui sont financés, dont des projets environnementaux. Beaucoup. Voilà. Il y a aussi... on souhaitait mettre l'accent sur
L'été du 6B, donc le 6B c'est un tiers-lieu qui est à Saint-Denis où il y a une programmation musicale très riche. Je vais pas détailler l'ensemble des manifestations qu'il y aura, mais en tout cas voilà, si vous avez rien à faire cet été et que vous cherchez des endroits sympas où aller, n'hésitez pas à aller au 6B. Comme ça c'est une belle philosophie, c'est aussi des acteurs de changement, donc n'hésitez pas à leur donner du soutien. Plus proche de chez nous, à Cachan, il y a le collectif artistique Matière Revue qui organise leur braderie. Donc là, leur site physique de production, ils vont l'abandonner pour aller se déployer ailleurs, que ça soit en France ou à l'étranger. Donc du coup, ils font une grande braderie pour vendre leurs produits. Donc ça va être à Cachan. C'est où exactement, Edgar, tu sais, le nom de la rue? Non. Bah en tout cas c'est dans les visuels, vous pouvez regarder, j'ai plus le nom de la rue exactement, mais c'est pas très loin de la gare, donc c'est assez accessible, donc n'hésitez pas à y aller, c'est le 9 juillet. Et encore une fois, après, on va vous recommander aussi d'aller dans le lieu emblématique des tiers-lieux, donc les Grands Voisins, qui va bientôt fermer malheureusement à la fin de l'été, qui ont aussi une belle programmation bien solidaire et festive, donc n'hésitez pas à aller aux Grands Voisins dans le 14e, pour justement voir ce qu'ils font. Je pense que ça va être la bonne humeur garantie. Spéciale dédicace au passage à nos frères et amis de la ressourcerie créative. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à partager notre émission et puis à la semaine prochaine pour Transition Urbaine, l'émission qui parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. À très bientôt. Salut, ciao.